si je faisais une vidéo, moi? C'est vrai que ça fait longtemps. Vous savez que vous me manquez beaucoup en ce moment. Le cinéma n'est pas qu'un art narratif. Le cinéma ne sert pas forcément à raconter une histoire. Le cinéma est aussi bourré d'œuvres dont l'intention première est de jouer sur d'autres domaines, comme le montage, la musique, la photographie. Tout ça dans le même but, bien sûr, de faire réfléchir le spectateur, de lui faire ressentir des choses. Dans cette chronique, on va aborder des films qui vont rebuter plus d'un d'entre vous, voire la grande majorité. J'adore ce genre de film bizarre et je voulais absolument en parler. Donc aujourd'hui, dans Scope 5, on va parler de 5 films expérimentaux. People from the arts and cultural world proclaim CinemaScope the greatest forward step in the history of motion pictures. Numéro 5, Le sang d'un poète de Jean Cocteau. Pendant un moment, j'ai hésité à choisir pour cette 5e place entre ce film, Un chien andalou de Buñuel et La jetée de Chris Marker. Mais finalement, j'ai pas vraiment d'affinité avec l'acheter, et à choisir entre deux œuvres surréalistes, je voulais prendre la moins connue. Et puis Jean Cocteau, c'est le best guy ever quand même les gens. On avait parlé de lui, si vous vous souvenez, dans le C'est pas si mal sur La Belle et la Bête. Le sang d'un poète, c'est son tout premier film. C'est un moyen métrage de même pas 1 heure, réalisé en 1930. Si vous vous souvenez, vous savez que le son est officiellement apparu en 1927 avec le chanteur de jazz, et a mis très longtemps à se populariser, à remplacer presque totalement muet. Et ce film de Cocteau est un super exemple de ce passage progressif du muet au parlant, c'est-à-dire qu'il entremêle totalement les codes du muet avec les cartons, la musique, en simple bande sonore, tout ça, et les codes du parlant avec la voix off, les bruitages, etc. Ce film est totalement what the fuck, et j'avoue que j'ai pas pris le plus accessible pour ce numéro 5. Au niveau de la créativité, de la maîtrise technique, il y a franchement rien à dire, c'est bourré de trucages qu'on voit encore de nos jours même. Je pense au passage de la petite fille qui marche sur les murs et au plafond, je pense à la photographie qui est incroyable, au trucage du miroir qui devient liquide. Il y a tout un jeu avec la gravité. Pendant un moment, on voit le personnage principal marcher le long d'un couloir, et c'est comme s'il avait du mal à avancer. Puis on se rend compte qu'en réalité, il n'est pas du tout debout dans le couloir, mais couché contre le mur, ce qui explique sa démarche improbable. Vous voyez, c'est plein d'idées de ce genre, c'est vraiment un plaisir pour les yeux et les oreilles. Mais pour être tout à fait honnête, c'est du surréalisme, et 1 heure de ça, c'est franchement quand même pas mal beaucoup long. Le gros point fort du chien andalou par rapport à ce film, c'est qu'il durait que 15 minutes, une durée endurable, même si on comprenait rien au film. Ici, 55 minutes, c'est vraiment très long, et je comprendrais parfaitement que certaines personnes ne puissent pas supporter de le voir d'une traite, d'un bout à l'autre. Mais que voulez-vous? C'est Cocteau, bordel de merde! Alors je vais pas en parler plus que ça, j'espère que vous aurez envie de le voir, puis si comme moi vous aimez le surréalisme, vous n'avez aucune putain d'excuse. Le sang d'un poète, regardez-le! Numéro 4, Les Maîtres Fous de Jean Rouch. Là, pour le coup, il ne va pas s'agir d'un film vraiment expérimental dans le sens où ce film est un documentaire tout à fait concret, avec un sujet bien défini, un début, un milieu et une fin. Mais sous ces airs de simple documentaire se cache en fait un film qui a complètement renouvelé la manière de filmer, et c'est ça l'expérimentation du réalisateur. Mais avant d'y venir, diantre que ce documentaire est barré, complètement taré. Soyons clairs, je doute très sincèrement que vous ayez vu un film documentaire aussi perturbant. Petit avertissement avant de commencer, ce film se passe en 1955, au Ghana, donc 2 ans avant l'indépendance du pays, qui était à l'époque une colonie britannique. Donc certains propos, certaines comparaisons et autres descriptions peuvent être carrément racistes. Pour faire court, on s'intéresse à la secte des Auca, un regroupement religieux, et plus particulièrement lors d'un rite qui consiste à se droguer, partir en transe, reconstituer la société du dehors, baver, tuer des chiens, baver, s'immoler, se mutiler et baver. Voilà, bon, ça donne pas très envie comme ça, mais je vous assure, c'est cool. Allez, viens! Ce film ne dure pas super longtemps, à peine plus d'1 demi-heure, mais la violence de certaines images, vraiment, la manière dont c'est filmé, rend ces 30 minutes complètement perturbantes, et le titre du film, Les Maîtres Fous, prend finalement tout son sens. Pour la petite histoire, je l'ai découvert en cours, à la fac. Oui, à la fac, en art du spectacle, on regarde ce genre de trucs.
Et on imite des cailloux assis dans l'herbe aussi, mais c'est pas le sujet. Et durant notre cours, on l'a vraiment regardé de bout en bout. Et putain le malaise! Sérieux, ce film est assez malsain par moments, et c'est pas un film à mettre dans les mains de n'importe quel public. Le rituel pratiqué, je l'ai dit, c'est de reconstituer leur société. C'est un véritable jeu de grandeur nature qui se met en place, tout ça dans le but de purger de leurs maux les personnes qui y prennent part. Ce rituel finalement n'est qu'une immense catharsis qui permet aux pratiquants de faire tout ce qui leur est interdit dans le monde du dehors. Avec ce film, Jean Rouch invente ce qu'il appelle le ciné-trans, une manière de filmer qui non seulement appartient au documentaire, car tout ce qui est montré est réel, mais qui grâce à l'omniprésence de la caméra épaule permet au spectateur de ne plus être qu'un simple spectateur. La caméra s'efface et le spectateur est immergé lui aussi dans ce qui est montré. C'est un petit peu les débuts de la réalité virtuelle. Il est émotionnellement, voire physiquement impliqué. Alors pour nous aujourd'hui, ça peut nous paraître totalement évident, on vit dans un monde où pour marquer le réalisme, justement, il faut que la caméra bouge comme un véritable corps. 99% des images amateurs qu'on voit sur YouTube sont filmées à la main avec des portables et autres caméscopes. Et c'est d'autant plus vrai avec la mode des found footage qui est apparue dans les années 2000. Mais faut recontextualiser, le film date de 1955, je sais pas si vous vous rendez compte, on commence à peine à vouloir créer des caméras de plus en plus petites et mobiles. Le public n'est pas du tout habitué à ce genre de choses. Et personnellement, je trouve ça magnifique. Qu'on aime ou qu'on déteste les maîtres fous, on ne peut nier que Jean Rouch fait partie des mecs qui ont introduit la caméra à épaule au cinéma. Une idée qui a totalement bouleversé la manière de filmer par la suite, notamment grâce aux cinéastes de la Nouvelle Vague qui se sont fortement inspirés de ça. Bref, regardez ce film, c'est bien pour la culture générale. Il salue tout le monde. Puis, il demande du feu. Du feu. Pour se brûler, pour montrer qu'il n'est plus un homme, mais un hauka. Numéro 3, Koyaanisqatsi de Godfrey Reggio. Bon franchement, je sais que ce film est aujourd'hui ultra connu, limite culte, mais je pouvais vraiment pas faire cette chronique sans en parler. C'est peut-être bien le film expérimental qui m'a ouvert sur toute cette partie du cinéma. Et j'ai vraiment hésité à le mettre en première position pendant un moment parce que, voilà, ce film c'est la vie quoi, littéralement. Certains d'entre vous commencent à comprendre que j'adore Philip Glass, putain de bordel de merde. C'est peut-être l'un de mes compositeurs préférés, et quand j'ai découvert ce film, j'écoutais déjà du Glass. Je crois que je l'ai découvert dans Scrubs à l'époque, j'avais même fait un court-métrage avec le thème Koyaanisqatsi dedans. Bref, j'écoutais et j'étais amoureux de la BO de ce film sans même savoir d'où elle venait. Et c'est un beau jour, lors d'une expo dans un musée, que j'ai vu un morceau du film pour la première fois. Il était au milieu d'un couloir, on pouvait pas trop rester sur place pour le voir, mais ah, ce film m'a tellement obsédé. Il dure à peu près 1h30. 1h30 de plans divers et variés sur la vie urbaine représentant le quotidien de grandes villes, comme on pourrait se pencher sur une fourmilière, tout en accéléré, sans s'attacher à une personne, ni même à un groupe de gens en particulier. Le but avec ce film, c'est vraiment d'offrir un autre point de vue du quotidien. Même s'il n'y a pas de critique particulière de la société, ni écologique, ni quoi que ce soit, faut garder à l'esprit que tout ce qu'on y voit sont des plans de villes sur de la musique, certaines images peuvent vraiment choquer, vraiment faire prendre conscience d'à quel point on n'est que de la merde en tant qu'individu. Je veux dire, du fait de notre point de vue individualiste, on est par nature au centre du monde, au centre de notre propre monde. Et c'est quasiment impossible de se rendre compte qu'en fait, on est que dalle. Juste une fourmi qui trime de sa naissance à sa mort sans aucune chose qui la rende unique, sans aucune importance. Un petit grain de sable qui dévale une dune de milliards d'autres grains de sable. Et quand on voit ce film et qu'on se rend compte de ça, ah putain, ça fout une claque. Alors bon, là je vous explique la manière dont j'ai reçu l'œuvre moi très personnellement, mais chacun pourrait y trouver d'autres choses, chacun pourra se faire des réflexions complètement différentes. Et c'est vraiment une volonté de Reggio que de ne pas véhiculer de message particulier avec ce film. Et je trouve que c'est là toute la beauté de cette œuvre. Quand on essaie de le décortiquer, de l'analyser, on se rend compte que le film en lui-même est totalement neutre. La musique n'est pas spécialement triste ou joyeuse, le montage ne tente pas de montrer que la vie urbaine c'est le mal, rien de tout ça, juste une vision sous un angle complètement différent de la ville. Et c'est à nous d'y projeter ce que l'on veut. Au final, ce film c'est un peu comme un buvard de LSD. Il est ni bon ni mauvais dans l'absolu, mais c'est ce qu'on fait, ce qu'on voit et ce qu'on interprète pendant notre trip qui va donner tout son sens à l'œuvre. Et je trouve cette idée vraiment géniale, voilà. Donc si c'est pas encore fait, regardez Koyaanisqatsi. Numéro 2, L'Ange de Patrick Bokanowski. Alors voilà un autre film que j'ai découvert à la fac, on avait regardé qu'un petit extrait du début. L'Ange dure à peine plus d'1 heure, et là je me rends compte que j'ai des goûts super bizarres et que vous allez sûrement jamais regarder ce film en entier. Ce film, c'est comme un rêve, mais vraiment un rêve underground, sans queue ni tête.
Il faut attendre quelques dizaines de minutes avant de se rendre compte où veut nous mener ce film. C'est une sorte de succession de tableaux. Le film commence avec la caméra qui se balade dans la cage d'un escalier, et cette cage d'escalier revient à peu près entre chaque tableau. Dès qu'on remarque ça, on se rend compte que finalement c'est comme si on se baladait dans une maison, qu'on y visitait chacune des pièces, et que dans chacune d'entre elles, une scène totalement what the fuckesque, totalement issue d'un rêve se déroulait sous nos yeux. Tout se joue sur la répétition, autant au montage image qu'au montage son, c'est quelque chose de très sensoriel, et pour vraiment rentrer dans le film, je vous conseille de le regarder avec une bonne installation sonore. Je parle même pas d'avoir un casque, parce que dans la bande son, on trouve beaucoup de passages jouant sur des rythmes limite tribaux, aux basses bien profondes. Et ce genre de son, ça s'écoute pas au casque, ça s'écoute pas avec les oreilles, mais avec les tripes. Bref, ce film joue énormément sur la temporalité, le montage est saccadé, répétitif, on a des jeux d'images rappelant la chronophotographie, une technique qu'on utilisait encore juste avant l'invention du cinématographe, notamment en sciences pour décomposer le mouvement d'un corps. C'est d'ailleurs grâce à ce procédé qu'on a découvert qu'un cheval au galop ne touchait pas toujours le sol. Bref, c'est pas le sujet. Et je pense que c'est un film qui me parle à moi personnellement à cause du type de rêve que je fais toujours. La plupart de mes rêves sont des scènes qui tournent en boucle, qui m'épuisent jusqu'à ce que je me réveille. Et ce film, quelque part, c'est un peu ça. Chaque tableau, chaque scène, si on se l'imagine de son début à sa fin, pourrait tenir en quelques secondes. Et pourtant, chacune d'entre elles dure plusieurs minutes. Cette répétition visuelle, très marquée par le montage, s'accorde parfaitement avec la bande sonore, elle-même très répétitive. Pour le coup, là, on est vraiment dans le film expérimental avec un grand E. Mais genre le cliché absolu du trip artistique / branlette intellectuelle. Il n'y a aucune histoire, le but c'est de ressentir le film avec autre chose que son cerveau. Il faut essayer de lâcher prise sur tous les canons du cinéma auxquels on a été habitué et prendre le film vraiment comme il est. Une suite de tableaux mouvants, montés en accord avec la musique. Et là ça fait plusieurs fois que je répète le mot tableau, mais c'est vraiment pas anodin. Pour peu que vous trouviez le film en bonne qualité, perso je l'ai trouvé qu'en DVD qui ressemblait plus à un rip de VHS, bah vous vous rendrez très vite compte que la photographie de ce film est putain de génial. Chaque scène est filmée et éclairée de manière totalement différente les unes des autres. Seul le montage peut à la limite uniformiser la totalité du film. Du coup, c'est vraiment comme si on se baladait dans un musée de tableau en tableau. Ça n'a rien à voir, mais en le regardant, j'ai pas arrêté de penser au NetArt 99 Rooms créé par 4 Allemands. Vous connaissez peut-être, et si c'est pas le cas, je mets le lien en description. On s'y baladait, comme son nom l'indique, dans 99 pièces d'une usine désaffectée. Et l'ambiance se rapprochait assez de celle du film, je trouve. Bref, L'Ange c'est bien, et franchement si vous avez le courage de le regarder de bout en bout, sans faire de pause, vous aurez l'impression de vous réveiller d'un rêve à la fin. Numéro 1, Begotten de Edmund Elias Merridge. Ce film, c'est peut-être bien le film le plus perturbant que j'ai vu jusque-là. Le film le plus malaisant, malsain, crade, gore, pornographique, scatophile parfois même. Et pourtant, on voit pas grand-chose. Réalisé en 1991, le format donne l'impression de voir une copie dégueulasse d'un film tourné du temps du muet. Ratio 4/3, noir et blanc, le tout super contrasté avec un grain hyper fort. Je veux dire, tournez avec une 8 mm, torchez-vous avec, et vous aurez une image toujours plus propre que celle du film. L'histoire est très difficile à capter, il faut vraiment s'accrocher pour le regarder en entier, à tel point que même sa page Wikipédia use du conditionnel dans la partie synopsis. En gros, ce dont il est sûr, c'est que le film met en scène Dieu et Mère Terre, donnant naissance à un enfant nommé Fils de la Terre, au générique. Le film entier est muet, presque sans aucune musique. La grande majorité de la bande-son n'est composée que de bruitage. L'image, comme je l'ai dit, est ultra dégueulasse, ce qui fait que tout ce qu'on a sous les yeux, on est obligé de le deviner presque. Et c'est là que je trouve ce procédé complètement génial. Si un jour je voulais faire un film d'horreur, je pense vraiment que je le ferais avec une photographie similaire. Par exemple, la toute première séquence nous montre un mec, Dieu, assis dans un fauteuil et s'étripant avec un couteau, crachant du sang à volonté et chiant sur sa jambe. Mais tout ça, on le voit pas direct, on voit juste une forme mouvante sur un bruitage assez dégueu. Et ce n'est qu'au bout de quelques minutes qu'on reconstitue tout ce qu'on a sous les yeux dans notre tête. De cette manière, le malaise vient tout au long de ce processus, pour qu'on finisse par se dire « Bordel de merde, mais qu'est-ce que je suis en train de regarder ?» Merridge, le réalisateur donc, vous le connaissez peut-être si vous avez eu son film d'horreur L'Ombre du Vampire avec Willem Dafoe sorti en 2000. Alors autant ce dernier n'a rien de spécial, autant celui dont on est en train de parler n'a rien à voir. Et je sens que je vais galérer au montage parce que je voudrais pas mettre d'images trop choquantes ni trop explicites.
Et c'est dur parce que c'en est bourré, et une fois que notre œil s'est en quelque sorte habitué à la photographie particulière du film, on finit par déceler toutes les choses dégueulasses dans chaque plan. Il est dispo sur YouTube en entier, et bon, la qualité d'image sur internet est encore plus pourrie. Je crois qu'on peut pas le trouver en meilleure définition que du 360p, à moins de télécharger un DVD RIP. Mais si un jour vous avez l'opportunité de le regarder, au moins un extrait, jetez-vous dessus quoi. C'est un exemple tellement parfait de film d'horreur qui cherche pas à faire peur grâce aux éternels jumpscares, ni même avec de la musique ou un montage flippant. Tout est une question d'ambiance et de suggestion, et bordel, ça marche tellement bien. Et le sentiment d'horreur qu'on peut ressentir pendant le visionnage est tellement différent de la peur dont nous ont habitués les films plus conventionnels. Alors, Begotten, c'est chaud, vous allez peut-être détester, mais j'adore ce film. Voilà les gens, ce Scope 5 est maintenant terminé, j'espère que ça vous aura plu et que ça vous aura donné envie de partir vagabonder du côté du cinéma expérimental. Comme d'habitude, n'hésitez pas à partager des films dans les commentaires, vous pouvez aussi y laisser des idées de thèmes, laisser des pouces en l'air, ça aide toujours beaucoup, et surtout, si vous voulez m'aider à faire connaître la chaîne, partagez-la partout, montrez-la à tout le monde. Vous l'aurez sûrement remarqué, en ce moment je poste beaucoup moins de vidéos qu'avant. Bon, c'est parce que je suis en train de chercher du boulot tout simplement, et bon, ça me prend beaucoup de temps. Mais je vous ai pas oublié, je suis notamment super actif sur Twitter, un peu moins sur Facebook, mais sur Twitter. Vous pouvez aussi laisser une petite piécette sur Tipeee si vous voulez m'aider un petit peu financièrement, et puis vous abonner, bien sûr, tous ces liens apparaîtront quand je vais disparaître, quand je claquerai des doigts. Alors moi je vous aime, et en attendant la prochaine, portez-vous bien!